Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, THE à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast numéro 44. J'espère que vous allez bien. Désolée pour cette petite pause, mais comme je vous avais dit, mon bébé est arrivé, il a fallu que je m'en occupe. Là, j'en profite qu'il est en train de dormir à la sieste et dormir plus de 5 minutes pour pouvoir enregistrer ce podcast. Dans cet épisode, nous allons parler des corrections éditoriales de mon roman L'Oiseau de Feu qui va bientôt sortir, puisque la date de sortie officielle de L'Oiseau de Feu sera en juin 2025 et il sera publié aux éditions Gulfstream. Je pense que je ne l'avais pas dit jusqu'à maintenant. Voilà, c'est fait. Il sera donc disponible en librairie, partout où vous voulez, sur Internet, etc. Et évidemment, je serai en salon et en dédicace dans la deuxième partie de l'année. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Là, dans cet épisode, je voulais vous parler des corrections éditoriales qui ont eu lieu sur ce roman, dans quelles conditions elles se sont passées, qu'est-ce que ça a voulu dire pour moi, etc. Mais avant, je voulais vous parler du thé du jour, puisqu'il s'agit du thé caramel au beurre salé que j'ai acheté dans mon Delhaize local. Alors pour les Français, le Delhaize, c'est une marque de magasin. Donc thé caramel au beurre salé de la marque Tea Tower, qui est une boîte belge, il me semble. J'en ai acheté deux, donc le thé caramel au beurre salé et un thé à la menthe où j'étais très curieuse de goûter. Alors thé caramel au beurre salé, alors, il est très bon, cela dit, j'étais un petit peu déçue puisque je trouve qu'il ressemble un peu beaucoup à du thé au sirop d'érable que j'ai pu ramener du Canada. Et je trouve que c'est un petit peu similaire au niveau de la, la sucrosité. Donc en général, pas besoin de rajouter du sucre dans ce genre de thé, il est bien assez sucré tout seul. Cela dit, il est bon, il est assez cher, je trouve, mais voilà, il est très bon pour les amateurs de thé. Si ça vous tente d'essayer, je vous invite à vous faire votre propre avis. Donc nous allons revenir sur les corrections éditoriales de L'Oiseau de Feu, vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, dans quel ordre, etc. Alors, pour ceux qui ne savent pas en quoi consistent les corrections éditoriales, tout simplement quand un roman a été acheté par une maison d'édition, il y a dans le processus un passage en général obligé et plutôt bienvenu, je dirais. Donc le roman doit passer entre les mains d'un éditeur, alors que ce soit en contrat dans cette maison d'édition ou alors un éditeur en freelance embauché pour l'occasion par la maison d'édition pour corriger ce roman-là en particulier. Ça dépend tout simplement de comment chaque maison d'édition fonctionne. Parfois, ils ont des éditeurs ou des éditrices maison et parfois, ils les délocalisent, je dirais. Alors, en tout cas, ils en prennent des freelances spécifiquement. Donc, le roman va être relu par cet éditeur, l'éditeur ou l'éditrice évidemment, qui va apporter toute une série de changements potentiels, toujours à discuter avec l'auteur ou l'autrice, à voir si évidemment que l'éditrice et l'autrice soient sur la même longueur d'onde sur les éléments vraiment prépondérants du roman, si l'éditrice a pas compris des choses de travers, par exemple sur certains personnages, sur certains thèmes par exemple. Il faut vraiment que les deux soient sur la même longueur d'onde et évidemment l'éditrice va faire donc ses corrections et ses suggestions dans le but d'améliorer le fond et la forme du roman final. Le but c'est pas de réécrire le roman à la place de l'autrice, mais c'est vraiment d'amener plus loin le roman pour vraiment le rendre encore meilleur qu'il n'est, si vous voulez. C'est vraiment le but ultime de ces corrections éditoriales. Donc comme je vous disais, ça peut être sur le fond ou sur la forme, donc ça peut être des réécritures stylistiques, ça peut être aussi étoffer certains personnages ou certains passages qui sont peut-être un petit peu légers dans la version qui a été reçue par la maison d'édition.
Ça peut être aussi peut-être quelques changements au niveau de l'intrigue, si l'intrigue a besoin d'être un petit peu réparée. Souvent, les éditeurs et les éditrices ont un œil parce qu'ils ont de l'expérience tout simplement. Ils ont aussi de l'expérience par rapport au marché, par rapport à ce qui se fait en général. Surtout quand on est une autrice comme moi, je dirais débutante, oui certes, c'est pas mon premier roman, mais c'est mon premier roman publié. Donc cette relation entre auteur et éditeur, autrice, éditrice, évidemment, c'est quelque chose de un petit peu nouveau pour moi, même si dans mon cas, j'avais déjà eu des corrections éditoriales pour la nouvelle que j'avais sortie aux éditions Ibi. Donc j'avais déjà une première expérience de comment ça se passe, sous quelle forme, etc. Donc voilà, comme je vous disais, ça peut être sur le fond et ou sur la forme, souvent sur les deux, pour amener le roman encore plus loin et peaufiner le roman pour qu'il soit sous sa meilleure forme possible. Alors moi, en l'occurrence, quand j'ai signé mon contrat pour l'Oiseau de Feu, on m'avait dit que, en gros, le texte était quand même d'assez bonne qualité et qu'il n'y aurait pas beaucoup de retravail, ce qui, pour moi, pouvait être une bonne chose puisque j'allais avoir mon bébé et j'allais avoir évidemment peu de temps à consacrer à des corrections éditoriales vraiment. Ça aurait été plus compliqué si ça avait été des corrections approfondies, je dirais. On avait parlé donc que ces corrections éditoriales allaient arriver fin août, début septembre, puisque évidemment dans les plannings il y a les vacances pour tout le monde. En juillet-août, c'est souvent période de vacances pour les correcteurs, pour les éditeurs, pour tout le monde et même pour l'auteurice. Donc moi au final, les corrections éditoriales ont continué à être repoussées. Donc au début on m'avait parlé de août-septembre, ce qui pour moi allait être un petit peu compliqué puisque ça allait plus ou moins être la date à laquelle j'allais accoucher, ou en tout cas être dans les premières semaines de post-accouchement. Donc travailler sur des corrections éditoriales en s'occupant d'un nouveau-né, ça allait être un peu compliqué. Finalement, ça a été repoussé à plutôt fin septembre, début octobre, et puis enfin plutôt fin octobre, début novembre. C'est là que sont arrivées vraiment les corrections éditoriales. Donc moi j'avais eu le temps de trouver un peu mon rythme pour m'occuper de mon bébé, qu'il commençait à dormir correctement, etc. Et que en fait le plus gros point d'interrogation pour moi c'était en tout cas quand est-ce que j'allais trouver le moment adéquat justement pour m'occuper de ces corrections éditoriales pendant que je ne m'occupais pas de mon bébé. Évidemment ça a été possible le soir, une fois que mon fils était en train de dormir. C'était pas facile puisque tous ceux qui ont eu des nouveau-nés savent que ça se réveille, ça pleure, etc. Donc il faut aller les recoucher, les rassurer, etc. Mais j'ai eu de la chance dans mon cas, c'est que ces corrections éditoriales, pour moi, se sont révélées vachement plus faciles que ce que je n'avais envisagé. Au final, peut-être que, sans vouloir m'envoyer des fleurs, le texte originel était plutôt de bonne qualité et il n'y avait pas trop de changements à faire, en tout cas sur le fond. Il y en avait un petit peu sur la forme, mais au final, le travail avait été en amont assez, élevé pour que ces corrections éditoriales soient pas trop chargées. Il y a eu quand même donc des problèmes, notamment je me suis rendu compte que j'avais des tics de langage. Alors j'en avais repéré certains que j'avais pris soin de corriger pendant ma premier passage de correction perso. Mais il y en a d'autres que je n'avais pas soupçonné du tout. Par exemple, des anglicismes. Vous qui m'écoutez, qui écrivez, faites attention au verbe réaliser. Alors, réaliser ne veut pas dire se rendre compte, puisque ça, c'est plutôt le sens qu'on donne en anglais. Et to realize, ce n'est pas vraiment la même chose que réaliser, ce sont des faux amis. Même si pour moi, je le savais, mais je me disais que peut-être que cette définition, ce sens de ce mot-là était peut-être passé dans le langage courant en français. Ce qui apparemment n'est pas le cas, peut-être que ce sera le cas dans quelques années, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'utilisais réaliser à tort et à travers et pas dans le bon sens. Il a fallu aussi que j'améliore ici et là, mais c'est vraiment par petites touches, toute la partie en fait uchronie napoléonienne, juste pour vraiment sceller et bien cadenasser, je dirais, l'ambiance et le décor, si vous voulez, pour que les lectrices puissent comprendre par la suite vraiment où est-ce qu'on se place, qu'ils ne soient pas trop perdus par rapport à de quel Napoléon on parle, puisque dans mon roman, le roman commence au moment où Napoléon IV est en train d'abdiquer. Alors évidemment,
on sait direct que c'est pas dans la vraie vie, c'est pas la vraie histoire. Napoléon IV n'a jamais existé. Et d'ailleurs, dans le roman, il me semble que j'avais apporté, d'un seul coup, je viens d'y penser, je me souviens plus s'il est dans le roman en annexe, il faudrait que je regarde à la fin, mais j'avais fourni en fait l'arbre généalogique des Napoléons pour que justement le lecteuriste puisse se repérer à ça s'il avait des doutes. Et donc au final, les corrections éditoriales se sont passées extrêmement vite. Je pense qu'en même pas 2 semaines, elles ont été terminées, en tout cas de mon côté. Alors il y a eu évidemment quelques petites recorrections par la suite, mais c'est vraiment pas grand chose. Et après les corrections éditoriales donc faites par mon éditeur, le roman est reparti auprès d'une correctrice cette fois-ci, qui est chargée de vérifier vraiment toutes les parties purement stylistiques, orthographe, grammaire, etc. Donc vraiment le côté, on va dire, surfacique, je sais même pas si ça existe, en tout cas la surface, le style du roman, pour voir s'il n'y avait pas des coquilles qui restaient, s'il y avait peut-être des contresens, ce genre de choses. Et une fois que c'était fait, ma foi, c'était terminé et je me suis rendu compte que, en tout cas dans ce cas-là, je m'étais fait vraiment une montagne de ce truc-là. Pour moi, c'était vraiment aussi l'intérêt en fait de passer par un éditeur traditionnel, c'était de bénéficier de ce travail éditorial, de cet œil aguerri d'un éditoriste. Dans mon cas, c'est un éditeur qui comprend le texte, qui en fait par son expérience et par son travail, etc., va pousser le texte plus loin. Et ça, c'était quelque chose qui m'a toujours intéressé, ce travail post-écriture, premier jet, quand en fait vous finissez votre travail en tant qu'auteur, autrice, et que vous le mettez dans les mains de quelqu'un d'autre qui va amener le texte plus loin. Et alors je sais qu'un roman ne ressemble pas à un autre, je suis persuadée que par exemple Versipellis aura besoin, si un jour il est pris par une maison d'édition, aura besoin sans doute de corrections éditoriales bien plus importantes que ce que n'a été L'Oiseau de Feu, qui je pense a été un peu plus rondement mené en amont. Donc ça, c'est la partie des corrections éditoriales. Je vous parlerai dans un prochain podcast du travail qui a été fait autour de la couverture, et en tout cas tout le côté couverture, page intérieure, etc. Et comment ça se passe, le travail en relation avec l'auteurice, avec la maison d'édition et avec les artistes qui ont été choisis donc pour la couverture, le 4e, etc. Et comment tout ça fonctionne. Voilà, c'était ce nouvel épisode. Alors pour la petite histoire, c'est la 2e fois que je l'enregistre. Je me suis rendu compte que c'était très très difficile. J'étais bien rouillée après plusieurs mois d'arrêt et ça me fait très plaisir de revenir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Pour la petite histoire, je vous rappelle que L'Oiseau de Feu sort en juin 2025 aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Et je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler évidemment bientôt pour tout ce qui est campagne de communication, marketing, etc. Ça va être très intéressant pour moi parce que c'est pas mon fort, pour être honnête. N'hésitez pas à aller voir mon site internet carelclara.fr où vous pouvez retrouver évidemment tous les épisodes de podcast et où vous pouvez aussi trouver toutes mes actualités en tant qu'autrice et notamment les prochaines dates de dédicaces et les prochains salons. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Kodaleya, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!